Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu les professionnels du secteur et les associations, nous recevons aujourd'hui les premiers concernés, des jeunes, qui ont connu un parcours de protection par l'aide sociale à l'enfance. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Emory Macedo et Madame Nora Troussier de l'association Les Oubliés de la République, Monsieur Tony Quillardet, président et fondateur de l'association Parlons d'eux, et Madame Clotilde Roulier de l'association Parlons d'eux, Monsieur Matt Jalot et Madame Aniela Lamnaouar de l'association Repère. Et je vous remercie à tous les 6 d'être présents aujourd'hui pour éclairer nos travaux de votre regard. Comme vous le savez, en 10 ans, le nombre d'enfants protégés a augmenté de 30%, de manière générale. Mais c'est plus de 45% pour les enfants de moins de 6 ans. Bien sûr, c'est une bonne chose si l'on considère que l'on est plus attentif aux violences faites aux enfants. Mais cela conduit à certaines difficultés et des changements dans la prise en charge. Tout d'abord, pour la première fois en 2022, l'accueil collectif en institution est devenu majoritaire à 51% selon l'ONPE. Quant aux assistantes familiales, elles ne représentent plus que 40% des mesures éducatives. Le syndicat de la magistrature, auditionné la semaine dernière, a indiqué que l'enquête conduite auprès de leurs collègues, que nombre de décisions judiciaires ne peuvent pas être exécutées faute de places disponibles et que 77% des juges des enfants avaient déjà renoncé à prendre une mesure de placement faute de structures disponibles. Nous constatons également que ces enfants ont plus de difficultés, que ce soit en termes de handicap ou de scolarité. On sait qu'un tiers des enfants protégés souffrent d'un handicap dont la prise en charge est difficile faute de structures de soins et d'établissements adaptés à leur accueil. Pour les autres, on constate des difficultés dans leur scolarité. Ils sont 4 fois plus nombreux à redoubler dès le primaire et un tiers d'entre eux sortent de l'aide sociale à l'enfance sans diplôme ou seulement avec le brevet. Ces constats, dans cette salle, nous les connaissons tous. Vos parcours sont différents, avec des réussites et des galères. Alors j'aimerais vous demander ce qui dans votre parcours est à préconiser, car cela vous a permis d'évoluer positivement, et à contrario, ce qui a été handicapant, et vos propositions bien entendu, pour que la protection de l'enfance de demain soit meilleure. Je vais vous laisser la parole pour un propos préliminaire, et ensuite nous passerons aux échanges. Monsieur Macedo, je vous propose de commencer. Alors bonjour Madame la Présidente, messieurs, dames, je m'appelle Emory et j'ai 21 ans. Dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui me permettent de pouvoir m'exprimer librement devant vous. Je souhaiterais vous raconter mon histoire, celle d'un enfant puis d'un adulte qui ramasse encore les pots qu'on lui a cassés sur le dos. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour qu'au travers de mon récit, je puisse aider un maximum de ces jeunes sous-représentés, meurtris et en danger. J'ai grandi dans une famille monoparentale avec un petit frère, notre père étant décédé depuis octobre 2007. Je ne souhaite pas m'exprimer en détail sur ce qu'il s'est produit au domicile de ma mère. J'ai enduré psychologiquement et physiquement, suffisamment pour me détester, suffisamment pour venir briser, suffisamment pour en avoir envie de mourir. Le premier contact que j'ai eu avec l'aide sociale à l'enfance a commencé lorsque j'avais une dizaine d'années environ. J'étais déjà confrontée aux services sociaux, d'AEMO à répétition, les allers-retours au tribunal judiciaire de Melun. Je n'étais pas encore au collège que je connaissais mieux les crampes au ventre dues au stress que le sentiment de sécurité. C'est à mes 13 ans, en décembre 2017, que les services sociaux m'ont annoncé ma prise en charge prochaine dans une clinique psychiatrique située dans le sud de la Seine-et-Marne. J'avais réussi à prendre conscience que je n'allais pas bien. D'ailleurs, on me diagnostiquera avec un trouble de la personnalité borderline plusieurs années après ces événements. 2 semaines après mon entretien, vient le jour de mon hospitalisation. Un après-midi, 2 femmes sont venues me chercher en voiture pour m'emmener. J'ai pris avec moi ma petite veste en cuir, 2-3 affaires, pas plus, car je ne pensais que mon séjour à la clinique ne laisserait pas l'occasion de sortir en extérieur. Ce qui ne me dérangeait pas, puisqu'il faisait très froid à cette période de l'année. Après 20 minutes de trajet, nous dépassons le lieu où j'étais censée être prise en charge. Je n'arrive pas à réagir tout de suite. Nous continuons notre route encore une dizaine de minutes. On s'arrête, je sors. Et je ne me retrouve non pas devant le service psychiatrique d'une clinique, mais devant un foyer de protection de l'enfance, en plein hiver, avec ma veste en cuir bien trop fine. Je me suis sentie trahie par ces adultes mandatés. Ils m'avaient promis une prise en charge psychiatrique.
Ce mensonge initial a rendu très difficile pour moi d'établir un lien de confiance avec les équipes du foyer. Au final, je n'ai jamais obtenu l'aide essentielle à la préservation et au rétablissement de ma santé mentale. Et mon hospitalisation, censée durer quelques mois, s'est muée en un placement forcé qui a duré quelques années. Comment certains travailleurs sociaux peuvent-ils affirmer qu'ils se donnent à 100% pour ces jeunes en manque de repères, quand la première chose que nos frères et sœurs subissent se fonde sur des mensonges ? Moi qui m'étais conformée à me détester dans le foyer qui était celui de ma famille, je suis tombée tête la première dans d'autres tentatives de suicide, automutilation et à peu près tout ce qui pouvait calmer la haine et la fatigue au fond de mon cœur. Suite à 2 décès familiaux, la réponse de l'institution a été la médication. Nous avions besoin d'écoute, pas de nous shooter. Chaque jour, matin et soir, je faisais la queue pour recevoir un cocktail composé de Zoloft, d'Atarax et de Terralène. Cette camisole chimique m'isolait complètement de la réalité, entre le vide intérieur, les somnolences et la dépersonnalisation. Les abus quotidiens et la violence du foyer ne me parvenaient que comme des bruits étouffés derrière une porte. J'étais spectateur à la première personne des abus que je voyais et vivais. Alors j'ai erré, entre mes pensées suicidaires et mon envie de m'échapper de ces murs qui ne nous laissaient pas entrevoir autre chose que nos propres détresses. J'avais déjà touché à la drogue, à l'alcool, au tabac, et le monde nous paraissait gris, d'autant plus que le lieu de vie où nous étions accueillait de temps en temps des autres filles hospitalisées dans la clinique où j'étais censée aller. Les éducateurs ne savaient pas comment s'occuper d'elles. Nous étions spectateurs d'événements violents, comme cette jeune qui avalait des lames de rasoir devant nous, ou celle qui avait inscrit sur son bras en se mutilant le prénom d'une amie. Nous étions méfiants. Chaque information était retranscrite sur papier. Chaque bêtise devenait un assez bon justificatif pour nous menacer d'aller en rupture de séjour ou nous empêcher de sortir. Des adultes sans diplôme travaillaient avec nous, dont une qui s'est moquée de moi et m'a privée de repas parce que j'étais rentrée en retard du lycée alors que je faisais 1h30 de route pour assister à mes cours. La méfiance peut mener à des situations dangereuses. Alors, il nous arrivait de jouer à l'infirmière. Je ne compte pas les fois où je nettoyais les plaies de mes adelphes, que je leur prêtais des vêtements qui n'étaient pas bousillés par les taches de sang. Mes camarades et moi étions en souffrance et dans des états d'hypervigilance sans répit. Je n'oublierai jamais cette fois où A rentrait d'une fugue. Elle avait de graves soucis de santé, mais un soir, les éducateurs ont jugé bon de la priver de ses médicaments. Elle eut une grosse crise où elle commença à saigner du nez dans des quantités effrayantes et aucun éducateur n'a levé ses fesses pour l'aider ou appeler les pompiers. Alors je suis sortie de table, j'ai attrapé une serpillière et j'ai nettoyé le sol enduit de sang. Cet instant hors de mon corps et hors du temps. Aujourd'hui, je ne trouve le confort que dans le chaos, car je ne connais pas la sensation d'être en sécurité. La fin de mon expérience avec l'ASE a encore de lourdes conséquences sur la vie que je mène. Lors d'une audience, le juge a décidé que ma place serait plus appropriée au domicile de ma mère. C'était l'été 2019. Et 1 an et demi plus tard, 2 semaines après mes 18 ans, j'ai été mis dehors. Ce qui me met en colère, c'est que je n'ai pas pu obtenir de contrat jeune majeur alors que la situation avec ma mère n'était pas stable. Je lui en voulais et elle ne souhaitait pas être aidée. Moi qui rêvais d'étudier et de perfectionner mes dessins, j'ai mis un voile sur ce rêve qu'il m'a fallu enterrer. Mon copain de l'époque et des amis m'ont hébergé, mais j'ai été touchée par des troubles du comportement alimentaire et je n'étais plus qu'un fantôme d'une 40aine de kilos. Il m'aura fallu 10 mois pour arrêter de consommer de la drogue et réussir à me retrouver un travail, me payer un loyer. Ce que j'essaie de vous dire au travers de ces brins de mon parcours, c'est que l'aide sociale à l'enfance telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas de nous fournir les outils qui peuvent être vitaux afin d'être des adultes équilibrés. Nous avons oublié nos rêves piétinés par des institutions qui préfèrent faire des économies plutôt que d'assurer notre sécurité. Racistes, prédateurs sexuels, misogynes, on les a vus ces gens bienveillants, et d'assez près. Je pense à cette amie qui s'est faite manipuler et agresser sexuellement par l'un de nos anciens éducateurs alors qu'elle était encore sous la protection de l'enfance. Cet homme, aujourd'hui, travaille toujours avec des enfants en bas âge. Et l'équipe éducative de mon amie n'a rien fait pour l'aider. Ils n'ont même pas prévenu la police. Je pense à S et F, mes éducatrices référentes au sein de ce foyer et qui ont donné leur maximum, aux belles rencontres qui sont parties en burn-out, lessivées parce que leurs idées
parce que leurs idées n'étaient pas retenues. Ces éducateurs impuissants face à notre quotidien. Les chambres au plafond moisi et les sandwichs l'été parce que manque de personnel pour nous préparer à manger. Mon petit frère, en situation de handicap entre 50 et 80%, qui n'a jamais eu l'aide dont il avait besoin et que nous observons mourir à petit feu et se dégrader à m'en faire peur. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le comité de vigilance à l'aide sociale à l'enfance. Je veux avancer avec de belles personnes et j'en ai assez de cauchemarder, que l'on puisse proposer un monde plus beau et moins douloureux aux enfants d'aujourd'hui et ceux que l'on était il y a quelques années. Nous exigeons, et il est grand temps d'arrêter de fermer les yeux sur des fautes que l'État français devrait prendre en considération. Il y a de belles personnes qui s'engagent à lutter contre les violences infantiles et il faut les aider, nous aider, au développement des adultes de demain. Ces travailleurs sociaux se cassent la tête pour que de jolies fins existent, mais ils sont tabous et vous êtes au courant. Il est primordial de réformer la prise en charge des mineurs au sein de l'aide sociale à l'enfance. Nous sommes des êtres humains. Et si les rédacteurs de la DDHC le savaient, ils se retourneraient certainement dans leur tombe vis-à-vis de ces violences, toutes plus odieuses et injustes les unes que les autres. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez prévu notre intervention pour les oubliés de la République. Vous aviez prévu d'intervenir ? Parce qu'on avait dit, ouais, ok, on y va. Rapide. Allez-y. Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, la semaine dernière, Madame la Présidente, vous nous avez rencontrés en tant que représentant du comité de vigilance des enfants placés. Pour contextualiser, je vous ai parlé de la nécessité d'inspecter et de contrôler les familles d'accueil à domicile, ce à quoi vous m'aviez répondu qu'il n'était pas possible de mettre cette mesure en place, la complexité étant que l'on touchait au domaine privé. Je remercie le comité de vigilance de me donner l'opportunité de vous répondre, car il y a urgence. En effet, derrière votre réponse, il y a des enfants en souffrance. Donc, mon placement à l'ASE m'a appris à me détester. J'ai 20 ans et j'ai été placée de mes 2 ans à mes 18 ans en famille d'accueil du fait d'une mère schizophrène et d'un père qui ne m'a pas reconnue. Je suis restée dans la même famille d'accueil de mes 2 ans à mes 15 ans et pendant ces années, j'y ai entendu des moqueries et des remarques sur ma mère, tout en sachant qu'elle était handicapée, sur mon physique, sur mon poids et mon alimentation, et j'en passe. On me disait souvent que j'allais finir comme ma mère ou sous les ponts. Ma famille d'accueil pouvait me rabaisser sur des choses qui marchaient très bien, comme l'école. À la fin, tous ces propos se sont transformés en insultes. Pute, connasse, garce, qu'elle me glissait tout bas lors de conflits, lorsque personne d'autre ne pouvait entendre. Souvent, elle pouvait exprimer un certain désintérêt. De mes 6 à mes 12 ans, par toute saison, dès la fin du repas, je n'avais plus le droit d'être dans la maison, dans le jardin, ou dans les alentours de la maison, et ce jusqu'à 17h. J'ai commencé à me blesser en primaire, puis à me couper parce que c'était un moyen de canaliser mes émotions négatives. Lorsqu'elle l'a découvert, elle ne l'a pas signalé à l'ASE, mais m'a dit « Vas-y, saute par la fenêtre, elle est ouverte ». J'avais également des punitions injustes, comme copier des lignes à 6 ans à chaque fois que j'avais des accidents nocturnes. Elle exerçait sur moi une certaine ascendance, puisque j'étais très attachée à elle et à sa famille, alors elle en jouait. Par exemple, elle m'annonçait des ultimatums de rupture, soi-disant décidés par mon éducatrice, qui n'ont en réalité jamais existé. De même, la moindre critique que je pouvais confier à ma psychologue, éducatrice, m'exposait selon elle à un départ certain de chez elle, et j'en avais très peur à cette époque. Elle m'a également fait porter toute la culpabilité des disputes qu'elle avait avec son mari, me disait que j'avais détruit leur famille. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément normal, parce que mes amis me le disaient. Le problème, c'est que j'ai cru en tout cela, j'ai grandi en ayant eu l'impression d'être un monstre, l'impression que je ne méritais pas d'être au monde et de vivre. Après mon placement, j'ai appris qu'il était de notoriété publique qu'elle avait des problèmes d'alcool et que des adultes dans son entourage trouvaient que ma situation là-bas n'était pas forcément normale. L'ASE m'a finalement enlevée de là-bas, mais c'est resté. Aujourd'hui, on dit de moi que je suis discrète, que je n'ose pas et que je n'ai pas confiance en moi. Mon éducatrice de l'époque avait connaissance de mon mal-être, mais pendant et après mon placement, tout cela s'est passé sous silence, parce qu'à l'ASE, c'est presque une histoire banale, et je suis la première à dire que j'ai un parcours chanceux. J'habitais dans une petite commune. Sur une 50aine d'ASFAM, il était de notoriété publique qu'au moins 5 avaient des comportements maltraitants. Bains glacés, détournement de l'argent donné pour les enfants, un simple matelas au sol, des enfants entassés dans une pièce pour dormir, chaussures usées, laisser un enfant avec le bras cassé pendant plusieurs jours sans l'emmener à l'hôpital, violences physiques, attouchements. Certaines ont été licenciées, mais après plusieurs années, bien sûr, quand c'était trop tard. Et cela laisse des traces. Et ce n'est jamais une grande surprise pour les autres ASFAM lorsqu'elles étaient licenciées pour maltraitance, ce n'est même pas un secret. Alors bien sûr, ce n'est pas la majorité. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur des personnes qui font un travail formidable. Ma seconde famille d'accueil m'a appris à être autonome, à trouver des ressources en moi,
Et aujourd'hui, à 20 ans, je sais répondre à mes besoins par moi-même. Les familles d'accueil maltraitantes ne constituent pas la majorité, mais sont bien trop nombreuses pour être une exception. J'en ai toujours eu conscience, là où j'ai reçu des vagues, d'autres se sont retrouvés au cœur de la tempête. Je ne me sens pas pleinement légitime de prendre la parole aujourd'hui, mais j'aimerais mettre en lumière des formes de violence qui, dans le cadre de l'ASE, sont banalisées à cause d'un système à bout de souffle. J'exprime le souhait que tout enfant placé, quel qu'il soit, puisse être considéré comme un enfant et non pas comme un dossier, une charge, un cas, une source de revenus. Ce n'est pas une enveloppe budgétaire qui va lui redonner vie à ce système. Au XXIe siècle encore, le spectre de l'assistance publique rôde encore, et Cosette, comme le disait si bien un de mes camarades, n'est pas un personnage de papier, c'est nous. Madame la Présidente, vous nous avez demandé des solutions, voici celles que j'apporte. La première des solutions est, comme aujourd'hui, d'écouter, de considérer les témoignages des premiers concernés, parce que c'est dans ces témoignages qu'on trouve des solutions. Ce sont des expertises, comme vous le faites aujourd'hui, mais aussi au sein des départements, des territoires. Ensuite, la mise en place dans tout lieu d'accueil de l'ASE et notamment au domicile des familles d'accueil d'une inspection du travail, détachée du département, sans date déterminée. Par sa profession, puisqu'une ASFAM reçoit une rémunération en plus des indemnités, une famille d'accueil doit tenir des engagements et l'institution qui l'emploie se doit de vérifier que ceux-ci soient tenus. Chez les familles d'accueil, quels sont les moyens de contrôle aujourd'hui ? Une éducatrice nous avait révélé un jour sa petite astuce. Si je vois des épices sur le plan de travail, je sais que c'est une bonne famille d'accueil. C'est un critère d'évaluation qui apparaît tout de même assez restreint. Il existe aujourd'hui des visites au domicile effectuées par des éducateurs, mais elles ne sont pas systématiques. De plus, prétendre que tout va bien est facile lorsqu'on peut anticiper. J'ai connu une famille d'accueil qui, sous accusation de ne pas fournir des vêtements aux enfants, avait réussi à rassembler des sacs entiers de vêtements et avait demandé aux autres ASFAM, dont la mienne, des tickets de caisse. Heureusement, après plusieurs années, elle a été licenciée. Il s'agit aussi de revaloriser la profession afin de la rendre plus attractive et plus sélective. C'est une profession en crise. Aujourd'hui, 9 assistants familiaux sur 10 sont des femmes et la moitié d'entre eux ont 55 ans ou plus, selon l'adresse. Le problème, c'est que l'on maintient une conception dépassée de la famille d'accueil. Il faut cesser de concevoir la profession de famille d'accueil par le prisme du topos littéraire et historique de la mère nourrice incarnée par la Thénardier, à qui l'on confie l'orphelin. Soit dit en passant, les actions de ce personnage de papier font bien pâle figure à côté de ce que font subir certaines ASFAM aux enfants qui leur sont confiés. C'est une représentation archaïque qui dévalorise la profession de famille d'accueil, ou pour mieux les nommer, ASFAM, et qui normalise presque les mauvais traitements. Faute de moyens humains, on accepte que la machine de la protection de l'enfance marche à l'envers. Libérer la parole des enfants est également une urgence, car chacun sait qu'un enfant est plus vulnérable à la pression et la manipulation. Multiplier les liens de confiance peut être une piste. Enfin, tout simplement, changer de vision sur les enfants placés. Car ce sont des enfants avant d'être placés. Si vos enfants subissaient ce genre de traitement, par exemple dans un centre de loisirs, à l'école, cela ferait longtemps que vous seriez mobilisés, qu'il y aurait eu une enquête. Pour les enfants placés, beaucoup de faits sont banalisés parce que le système est dépassé. Mesdames et messieurs les députés, vous nous représentez. Reprenant ainsi votre expression que vous avez employée la semaine dernière à notre égard, Madame la Présidente, je ne vous fais pas l'injure à vous, Mesdames et messieurs les députés, de vous apprendre qu'une loi peut être adaptée, amendée. Nous ne reculerons pas, n'accepterons pas tant que le droit ne protégera pas les enfants par son contenu et par son application. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de parents pour porter notre voix que la souffrance d'un enfant, quelle qu'elle soit, doit se perdre dans le vent. Dire qu'une inspection au domicile des familles d'accueil, ce n'est pas possible, c'est accepter qu'un bébé se fasse attacher au barreau de son lit dans des lacets par une famille d'accueil. C'est accepter qu'un enfant handicapé, pendant 10 ans, soit victime de maltraitance, jusqu'à des attouchements, dans sa famille d'accueil, pour prendre un exemple plus proche de moi. C'est accepter l'inacceptable. On ne fait pas de concessions quand il s'agit du droit humain, et encore plus du droit des enfants. Car en somme, si on le fait, c'est faire de notre devise liberté, égalité, fraternité des paroles en l'air. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste pour préciser que j'avais bien dit qu'en l'état actuel du droit, ce n'était pas possible. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas aller sans préavis chez une famille d'accueil. Je sais bien en l'état actuel du droit. Et vous avez raison, on a un droit d'amendement. C'est le genre de choses qu'on pourra regarder par la suite. Monsieur Quillardet ? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, mes chers camarades, il paraît, Madame la Présidente, que vous n'aimez pas cette salle. Eh bien, moi aussi. Je n'aime pas cette salle parce que dans un monde idéal, je ne devrais pas être ici pour témoigner. Et pourtant, me voilà.
Alors du coup, je viens vous livrer mon témoignage. Je proviens de Dijon, je m'appelle Tony Kiardet, je viens de Dijon, j'ai 20 ans. J'ai eu un parcours en famille d'accueil. J'ai connu quelques difficultés, donc j'ai des souvenirs à partir de l'âge de 5-6 ans. Je n'ai jamais offert ces paroles à quiconque, les paroles qui vont suivre, et je souhaite l'offrir aujourd'hui à la représentation nationale que vous représentez et ses électeurs, car je pense qu'il est urgent de montrer ce qu'il se passe lorsque les portes d'une famille sont fermées. J'ai eu une vie d'enfant rythmée à des câlins mélangés aux coups, si violents. Les coups avec des objets, le martinet et pas les lanières en cuir, le manche en bois. Les couverts qui traversent la pièce, couteaux, fourchettes, cuillère, la ceinture, par la partie en cuir, le bout en métal. Une vie d'enfant où les colères et les cris de mon frère m'effrayaient, me terrifiaient, me tétanisaient. Et plus encore quand ma mère pensait le calmer en lui arrachant les cheveux pour le mettre sous l'eau gelée, dans la douche. Une vie d'enfant où de nombreux jours ont été passés sans manger, le frigo vide, l'estomac vide, mais la chambre de ma mère pleine de nourriture. Les malaises à l'école, les minutes qui vous semblent interminables à l'école, et de nouveau les coups quand nous allions voler dans la chambre de faim. Une vie d'enfant sous les gifles si fortes que je n'entendais plus qu'un sifflement. Plus qu'un sifflement pour ne plus pouvoir respirer de panique. Une vie d'enfant peu propre, interdiction d'aller à la douche car ma mère était prioritaire et qu'il n'y avait plus d'eau chaude puisque les impayés ont mené à couper l'électricité ou en tout cas à en réduire la puissance de la maison. Je ne me rappelle plus bien précisément, j'avais 5 ans. Et une vie d'enfant, pas, voire plus innocent. Pas innocent car nous étions les méchants garçons, à en écouter ma mère, cette culpabilité qu'on nous donnait, et plus innocent parce que face à tout ça, notre vie change radicalement. Et puis, face à ces violences, votre comportement, il évolue, il change. Vous essayez de vous protéger vous-même, vous grandissez par vous-même. Être le moins possible à la maison, c'était le mot d'ordre. Alors, à 6 ans, j'allais à l'école seul. Je ne voulais pas que ma mère m'accompagne. Je tentais d'y rester un maximum. J'allais à la périscolaire, même les jours où j'étais pas inscrit. Ma mère recevait des factures d'impayés, donc la municipalité envoyait ses factures. Et j'allais également à la ludothèque, où j'ai rencontré des professionnels de la petite enfance, ou je ne sais pas quel type de professionnels, en tout cas dans ces structures spécialisées, qui étaient des structures de quartier. Et donc je me sentais écouté par les adultes, tout en m'amusant, comme un enfant lambda, plutôt que de faire les machines à laver, d'aller en course au service de ma mère. Je reproduisais la violence à l'école en pensant que c'était le schéma normal d'une vie. Pourtant, c'était un lieu qui me protégeait, qui me donnait foi en l'humanité. La présence et le soutien tant affectif que matériel de la maîtresse, voire des maîtresses et du périscolaire. Et puis, la foi de trop insupportable. Et vous racontez tout à l'école, même si cela était vu depuis un moment. Depuis un moment, les coups, les traces de coups, l'hygiène corporelle, une mauvaise hygiène corporelle, excusez-moi, et nos témoignages qui concordent avec mon frère, qui était le plus jeune parce que je suis issu d'une fratrie de 5, 21 ans, 31 ans, 34 ans et 36 ans. Les premiers, on va dire la première portée, si je peux me permettre ce nom, ont été placés. 10 ans plus tard, la seconde portée a été également placée. Et là, commence mon parcours en protection de l'enfance. J'avais 6 ans. D'abord, un parcours en AEMO. Mais la situation familiale était bien trop dégradée pour continuer. 8 mois, 12 mois après, je ne sais plus exactement, le juge ordonne le placement. Un placement idyllique, très idyllique, pour ma part, que nombreux de mes pairs n'ont pas eu la chance d'avoir. Une seule famille d'accueil en 11 années de placement. J'ai été placé de mes 7 ans à mes 18 ans. Nathalie et Dominique, que j'aime énormément aujourd'hui, qui sont mes parents d'accueil, qui sont tout pour moi. Et 11 années de reconstruction, coordonnées par la pédopsychiatrie, une éducatrice qui me rendait visite toutes les 2 à 3 semaines, et une famille d'accueil au sens vraiment élargi. Toute la famille, pas que ceux qui avaient l'agrément. J'aimerais dire aussi, pendant ce temps où je suis écouté au niveau national, à tous ces travailleurs sociaux, ayez espoir. Vos métiers sont magnifiques, même si les conjonctures politiques et financières vous en disent l'inverse. Merci à vous d'être là, quand votre travail est dans l'intérêt le plus supérieur de l'enfant. Et je voulais également vous dire qu'en partant de très loin, nous pouvons réussir. Si ces mots sont durs pour moi à prononcer aujourd'hui, n'ayant jamais parlé de ces violences subies publiquement, je peux vous assurer que l'on peut réussir, même en partant de loin. Me voilà grand, résilient, épanoui, en vie, et matériellement en licence de droit, où je suis pleinement épanoui également,
admissible dans 2 prestigieuses universités pour le master, et pour lesquelles eh bien, j'aimerais me former pour que demain eh bien, je puisse servir à mon tour les publics les plus vulnérables. Merci beaucoup. Lequel de vous deux veut commencer? Allez-y. La galanterie à bon dos. Ça existe encore. Je m'appelle Agnella Lamnawar, j'ai 24 ans. Mon histoire, elle est très banale, très commune à tout le monde. Peut-être un détail qui est un peu moins commun, mais qui est assez révélateur. Je suis la 3e génération d'enfants placés. C'est pas facile à prononcer. Ma mère a été placée, ma grand-mère a été placée, et j'ai été placée, mais je pense que ce sera la dernière génération. Mon histoire, elle est commune à beaucoup, où à partir de mes 2 ans, je savais déjà ce qu'était un juge aux affaires familiales. À partir de mes 9 ans, je savais ce qu'était une famille relais, les colonies de vacances où nous sommes tous, entre fin juillet et début août, puisque toutes les familles partent en vacances, ce qui est totalement légitime et jamais de la vie je ne pourrais faire leur métier. Les colonies de vacances où on se retrouve parmi des jeunes plus ou moins violentés, plus ou moins traumatisés. À partir de mes 10 ans, je voyais déjà que la somme allouée aux familles d'accueil pour les vêtures était bien insuffisante. J'avais tendance à être anxieuse et à abîmer, comme beaucoup d'entre nous, mes vêtements. Et la somme était vraiment ridicule. À partir du CP, comme beaucoup, la situation de handicap est présente. J'ai donc un PAI, parce qu'apprendre à lire, quand la moitié de la semaine, on est dans sa famille biologique et l'autre semaine, on a tout dans une famille d'accueil. C'était assez perturbant. À partir de cet âge-là aussi, comme beaucoup, j'ai été traumatisée par le CMP. Aujourd'hui, j'aime bien apporter de la nuance. En effet, il y a besoin d'une prise en charge psychologique, mais il y a surtout besoin de prendre en compte les besoins des enfants. Et peut-être que c'était pas le moment pour moi en CP d'aborder tous les traumas de cette vie de placement à partir de mes 2 ans. Comme beaucoup, l'adolescence, la puberté, la croissance, s'est accompagnée de troubles du comportement alimentaire, dont je ne comprenais pas les termes à l'époque, mais dont je savais la nécessité de manger mes émotions. Très tôt, j'ai été dans ce paradoxe de maintien du lien familial, et pourtant de ne pas appeler ma famille d'accueil maman. Puis arrive le contrat jeune majeur. Alors moi, j'avais un seul objectif, c'était, comme beaucoup d'entre nous, rester en vie, mais aussi avoir mon bac. Étant donné que j'étais un placement judiciaire comme tant d'autres, une semaine avant le bac, je n'avais pas l'autorisation signée par les parents. Alors j'étais beaucoup plus angoissée pour cette autorisation que pour mon passage du bac, parce que finalement c'est assez dérisoire. Et puis un 31 décembre, on reçoit une lettre qui nous dit qu'à 18 ans ça s'arrête, alors que je n'ai connu que ça. Et on m'explique qu'il va falloir motiver mon accompagnement au-delà de mes 18 ans. Alors bon élève, j'explique que je veux faire des études, j'explique que je vais être meilleure pour arriver en retard. C'est aussi un trait assez commun entre nous, la gestion du temps est parfois compliquée. Je motive tout ça, je détaille l'ensemble de ma vie, où j'en suis, où je peux m'améliorer, où je vais faire des efforts. Faire des efforts, alors que j'ai 18 ans et que je n'ai pas de famille. Je m'oriente donc, comme beaucoup, vers des études professionnalisantes de 3 ans, en soins infirmiers, métier que j'admire profondément, mais qui est traumatisant quand on retrouve des parcours similaires. Et beaucoup diront, et beaucoup savent, que le terme de transfert n'est pas anodin, et que c'était peut-être un petit peu violent à 18 ans de se retrouver avec des profils psychiatriques beaucoup trop similaires aux miens. Et puis arrive aussi la question de la sexualité. On est tout seul, on ne sait pas, on apprend. La question aussi du genre, on est tout seul. On relit ça hasardement, on nous dit que c'est lié au trauma potentiel, pas forcément. Merci. Et puis il y a aussi des choses très concrètes. Faire sa déclaration d'impôt. Ça paraît simple et pourtant,
Quand on n'a pas de numéro fiscal, il faut aller chercher, il faut appeler tout le monde. Il faut se rappeler qu'on est hors des cases tout le temps. Il faut trouver un logement. Un logement, ça nécessite beaucoup de difficultés pour beaucoup d'entre nous, tous les jeunes en général. Mais alors, quand on n'a pas de caution, quand il faut faire un prêt, quand il faut prendre une garantie visale dans les zones tendues, je pense que la commission aux affaires sociales fait de nombreux rapports sur le sujet. Et puis, par exemple, la semaine prochaine, il y a la fête des mères. Puis il y aura Noël. Puis il y aura tous ces moments. Et nous, on est là. Et ça dure. C'est dur. Et il y a des rapports. Il y a des constats. Et ça ne change pas. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bonjour Madame la Présidente, Madame et Messieurs les députés, merci de nous accueillir. Je pense que je ne pourrais pas dire quelque chose de plus que par rapport à ce qui a déjà été dit. Mais moi je vais essayer de prendre un peu beaucoup plus large, sachant que j'ai également eu un parcours en protection de l'enfance, donc en famille d'accueil. Mais par rapport à tout ce que j'ai appris, il y a tout ce que j'ai entendu en protection de l'enfance, sur les témoignages, par rapport au fait que je suis président d'une association d'entraide et de tous les jeunes que j'ai pu accompagner et de tous les témoignages qu'ils ont pu me confier, et le fait que j'ai rencontré beaucoup de travailleurs sociaux sur leur temps de travail, sur leur environnement de travail. Donc j'ai pu apprendre, j'ai pu comprendre le système de la protection de l'enfance. Donc je me suis quand même fait une idée de ce qui va ou de ce qui ne va pas en protection de l'enfance. Sachant que quand j'étais placé, j'ai envie de dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir quelque chose de précieux qui manque beaucoup en protection de l'enfance. C'est le besoin de normalité, le besoin d'individualité, de se sentir appartenir à une famille. Donc à une famille d'accueil, on n'était pas beaucoup, on était 5 dans une maison. Donc il y avait une figure paternelle et maternelle. J'avais ma vie, ma famille, mes amis. Je sortais de cours, j'ai rentré, j'allais jouer au foot. Je rentrais dans une maison, je faisais parfois à manger et parfois je viens juste me poser et manger. Donc il y avait une normalité qu'on attend dans une famille normale. Mais récemment, j'ai fait une formation dans le 08, dans les Ardennes, dans un foyer. Il y avait des enfants entre 4 et 8 ans ou 11 ans. Je suis arrivé dans une après-midi. On est resté à peu près 2 heures. On a eu le temps de faire un petit jeu. On a eu le temps de manger. Mais je vous garantis qu'il y avait une atmosphère lourde. L'environnement était lourd. Il n'était pas vivable. Je suis resté que 2 heures et je suis sorti là avec une mal de tête, avec ne plus jamais envie d'y retourner. Je me suis quand même posé la question de me dire que ce sont des enfants qui ont entre 5, 8 et 11 ans, et eux, c'est leur quotidien, c'est là qu'ils vivent, c'est leur environnement. Mais pourtant, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de place pour l'individu. Il n'y a pas de place pour l'amour propre individuel. Le développement personnel est très compliqué. Et pourtant, ce sont des enfants qui sont en train de devenir, d'apprendre et d'évoluer. Donc, par le manque d'individualité, de considération personnelle, de se sentir qu'on peut être parfois unique ou favori d'un père ou d'une mère, tout ça, c'est un besoin, c'est des sentiments qu'il faut combler pour un bon développement d'un enfant. Donc pour moi, c'est important d'attirer l'attention sur le besoin de normalité, sur le fait qu'en France, on a besoin de placements beaucoup plus réduits, beaucoup plus simples. Il y a ensuite un repère que ces derniers temps, je rencontre beaucoup très souvent. C'est les sorties qui sont très compliquées. Toutes les semaines, ou même tous les jours,
je reçois des appels ou des mails où on m'explique que dans une semaine, où c'est déjà passé, qu'il y a une jeune femme qui va se retrouver sans solution d'hébergement, sans solution administrative, personne autour d'eux. Et quand ces jeunes arrivent chez nous, ils sont fatigués. Ils n'ont pas le temps de se poser pour réfléchir. Ils n'ont aucune capacité de réflexion. Ils ne peuvent donc pas trouver une solution. Sachant que ce sont des jeunes qui ont été placés depuis parfois leur jeune enfance, depuis qu'ils étaient bébés, depuis qu'ils sont confiés, ils arrivent quand même à un repère ou dans le milieu social, dans des états qui sont traumatisants. Sachant que moi, quand j'ai discuté un jour avec les membres de repère, puisque quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais rien à protection de l'enfance. J'ai appris quand je suis arrivé à repère. Je connaissais absolument rien à protection de l'enfance. Donc le seul mot que je connaissais, c'est la protection de l'enfance, le fait de protéger des enfants. Et je trouvais un peu paradoxal sur le fait qu'un enfant est retiré de sa famille pour diverses raisons, par des violences parfois beaucoup plus graves que d'autres, et qu'on arrive dans un système qui est protection de l'enfance, qui est censé protéger des enfants, on subit encore des violences beaucoup plus importantes que celles qu'on avait subies, celles qui étaient raison de notre placement. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité et la possibilité de faire en sorte de mettre en place des lois qui favorisent un bon accompagnement pour les jeunes de la protection de l'enfance. Et depuis que je connais la loi, depuis que je comprends la loi, ce que je constate, c'est que toutes les lois qui existent ou toutes les lois qui sont prises, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas prises pour favoriser un bon parcours en protection de l'enfance. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que toutes les lois existantes pour la protection de l'enfance aujourd'hui, ils sont dans la cage de est-ce que ça protège les enfants ou est-ce que ça ne protège pas les enfants? Si c'est le cas, si ça protège les enfants, très bien, mais si ça ne protège pas les enfants, il faut la changer. Et vous avez les témoignages, vous avez des études et vous avez les récits des premiers concernés. Merci. Merci à vous. J'ai choisi de vous auditionner dans la fin de notre parcours d'audition à cette délégation, ce qui peut être étonnant. Souvent, on vous auditionne en premier. J'ai fait ce choix parce que ça nous a permis d'avancer dans nos réflexions et peut-être de tester, valider, en tout cas des propositions qu'on aurait à faire. Je pense que c'est important. Juste une, avant de passer la parole à mes collègues et leur laisser aussi la parole. Beaucoup, vous avez parlé de la santé mentale, l'accompagnement. Je crois que c'est revenu à peu près chez tous. On a une ancienne aussi enfant accueillie qui est en train de monter un très beau projet à Paris. Je pense que ce projet doit aller dans chaque région et en tout cas, c'est ce qu'on va proposer avec des antennes dans chaque département pour évaluer ce dont les enfants ont besoin, avec un forfait soins qui puisse vous permettre d'aller sur des soins dans le privé. Vous puissiez aller voir des psychologues, qu'on ne soit pas obligé d'attendre effectivement des heures et des heures, des années pour avoir accès au CMP. En tout cas, voilà l'une de nos pistes en tous les cas que nous allons appuyer. Vous pourrez nous dire si vous êtes d'accord ou pas, bien entendu, mais voilà pourquoi je tenais quand même à vous expliquer pourquoi je vous avais auditionné vers la fin. Parce que je pense, et mes collègues aussi, ça vous permettra de tester certaines idées, solutions que vous avez, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez très justement dit, j'avais déjà fait un rapport en 2019, il y a déjà quasiment tout qui est su. Aujourd'hui, maintenant, il faut passer à l'action. Il y a déjà eu un premier pas il y a 2 ans avec le texte porté par le ministre de l'époque, mais il faut aller encore plus loin. Et il n'y a pas que du législatif, il faudra aussi que les ministres se mobilisent. Voilà pour ce propos introductif. Le temps que mes collègues me disent quel est le premier responsable de chaque groupe qui va prendre la parole,
C'est toi, Michel? Alors, si on veut laisser... Juste, je suis désolée, on est un peu plus nombreux que d'habitude, c'est très bien. Et je vous remercie, chers collègues, d'être là. On va se limiter à 2 minutes pour vos questions, pour vraiment laisser la parole aux jeunes qu'on a aujourd'hui. Je vous demande d'être concis. Oui. Alors moi, je vais faire peut-être plus court que 2 minutes. Ça surprendra Madame la Présidente. Parce que quand on parle d'enfants et d'enfants placés, des anciens enfants placés que vous êtes en face de nous, moi, je suis heureuse de vous avoir entendu à la fin de notre cycle d'audition de 6 mois maintenant, parce que c'est votre parole qui prime, c'est vos expériences de vie qui, évidemment, je pense que mes collègues en sont au même point que moi, qui nous ont beaucoup touchés et affectés. Sachez que j'étais co-rapporteur du projet de loi d'Adrien Taquet, et je suis la première furibarde parce que tout n'est pas sorti. J'ai du mal à trouver mes mots. Tout n'est pas sorti encore sur tous les décrets, voilà, j'ai trouvé le mot. Tous les décrets ne sont pas encore sortis, et ceux qui sont sortis ne sont pas sortis comme le texte original le voulait, hein, c'était écrit. Donc je suis la première à dénoncer cela. Je l'ai d'ailleurs dénoncé au travers d'un rapport de la Commission des affaires sociales. Et sachez que je suis dans le même move, si on peut parler comme ça, de notre présidente. On lâchera rien, parce que maintenant il faut passer à l'action. Et vous l'avez fort bien dit, chacun à votre tour. Trop de rapports, trop la parole. Maintenant, vous l'avez, voilà, vous êtes exprimé. Auparavant, il y en a d'autres avant vous qui l'ont fait. Et maintenant, trop, c'est trop. Le temps passe et des enfants sont malheureux, encore et toujours. Voilà, merci. Merci, Monsieur Walter. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos témoignages, et on mesure bien le courage qu'il vous faut pour le faire de cette manière publique, et vraiment toute ma gratitude pour ce courage. Moi, j'avais 2-3 petites questions. La première porte sur le parcours scolaire des enfants accueillis. Ça fait plusieurs fois que je rencontre des délégations de votre collectif, et je suis frappé par le nombre de jeunes qui sont ici présents et qui font des parcours scolaires de haut niveau, au-delà du baccalauréat, d'autres qui sont parfois en grande difficulté. Et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer un petit peu sur le rôle qu'a pu jouer l'école. Parfois, vous l'avez dit, de manière positive, mais peut-être aussi parfois de manière négative. Pour avoir longtemps travaillé dans le milieu scolaire, je sais que parfois l'accueil des enfants, soit provenant de foyers, soit provenant de familles d'accueil, peut être particulièrement compliqué, en particulier lorsqu'il y a plusieurs enfants, enfin de nombreux enfants. Je pense à des écoles parfois de petite taille où il y a un foyer à proximité, et la difficulté que peuvent avoir les enseignants à prendre en compte ce public particulier, à l'accompagner au mieux. Donc j'aimerais avoir vos retours sur ce point. Le deuxième point qui m'a marqué dans vos témoignages, c'est la question des familles d'accueil, avec là aussi des témoignages très différents. Et j'ai bien entendu ce que vous disiez, excusez-moi, Nora Troussier, sur la nécessité de contrôle, que j'entends tout à fait. Au-delà de cette question du contrôle, quelles seraient vos préconisations pour qu'on aille vers un service de famille d'accueil plus adapté et plus bienveillant et plus sécurisant pour les enfants accueillis? Et puis le dernier point que j'ai entendu dans un peu tous vos témoignages, c'est la question de l'accompagnement post-majorité, et de cette espèce de couperet qui tombe à 18 ans, avec l'obligation de prouver ce que vous étiez en mesure de faire pour pouvoir être accompagné. Et donc, quelles seraient là aussi vos préconisations pour améliorer cette question du contrat jeune majeur? Je vous remercie. Merci beaucoup. Francesca Paschini. Merci Madame la Présidente.
Alors moi, voilà, déjà, je vous tenais vraiment à vous remercier pour vos témoignages, comme l'ont fait mes collègues, pour votre courage et surtout pour la lucidité dont vous faites preuve malgré tout ce que vous avez vécu. Moi, je trouve que vous nous avez vraiment fait un état des lieux sur l'avant, sur le pendant, sur l'après. Après, je ne me sens pas vous poser des questions. Je suis assez en ligne en phase avec les questions qu'a posées mon collègue Léo Walter. Moi, je trouve que c'est à nous de nous poser des questions sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Mais je tenais à vous dire que si cette commission d'enquête existe aujourd'hui et si vous êtes auditionné ici aujourd'hui, c'est parce qu'on estime, tout comme vous, que ce système est défaillant et qu'il va falloir qu'on change les choses. Et donc, voilà, on a cette chance d'avoir la délégation aux droits des enfants, cette chance d'avoir des collègues qui sont investis sur la question. On est nombreux et on est tout autant motivés que vous pour que cela change. Après, je tenais à vous dire quelques petits mots de manière individuelle. Par contre, Amaury et Monsieur Macedo, on sent toute la colère qui vous habite et qui a été justifiée par tout ce que, de façon injuste, vous avez subi, vous et votre petit frère. Et merci pour le témoignage. Madame Troussier, j'ai entendu la parole monstre, et c'est pas vous qui êtes un monstre, mais le monstre, c'est le système malade qui a permis tout ça, et la société aussi, qui n'a pas, ceux qui n'ont pas témoigné, ceux qui n'ont pas osé prendre la parole pour pouvoir vous défendre quand vous étiez petite, et vous êtes tout à fait légitime à être aujourd'hui en face de nous, parce qu'on a besoin de vous et on a besoin de ces témoignages pour pouvoir avancer et trouver des solutions. Monsieur Quillardet, merci pour nous avoir réservé ces mots qui sont très précieux, et aussi merci d'apporter un message d'espoir pour vous et pour vos collègues, pour dire que malgré tout, on peut réussir, on peut avoir des rêves et que ça peut se concrétiser dans la vie, c'est important. Agnella, merci pour votre témoignage également sur la volonté de s'en sortir et sur le fait que quand on devient adulte, on a toujours besoin, même on est si jeune, si seul et si fragile, qu'on a encore besoin d'avoir cet accompagnement essentiel. Et Mads, Monsieur Jalot, merci aussi d'avoir souligné ce besoin d'approche individuelle des enfants, ce besoin d'amour aussi qu'on a besoin de ressentir, de se sentir spéciaux, de se sentir aimés. Et le fait que vous soulignez qu'il suffit de 2 heures, de se déplacer pendant 2 heures dans ces lieux pour ressentir la lourdeur et ce que vivent les enfants est très important. Et je pense que chacun d'entre nous devrait faire la même expérience que vous avez fait pour s'en rendre compte. Je voulais vous témoigner du fait qu'ici vous avez des oreilles attentives et qu'on est avec vous. Donc merci infiniment pour tous vos témoignages. Excuse-moi, Francesca. Elsa Fossillon. Merci. Bonjour à toutes et tous. Évidemment, un grand merci pour vos témoignages et votre confiance, en fait, parce que je pense qu'il en faut un petit peu pour que vous osiez franchir les portes et venir nous apporter ces témoignages. Et j'imagine aussi une certaine dose d'espoir. Donc, je souhaite que collectivement, avec les députés qui sont là et avec d'autres, nous fassions tout pour ne pas la décevoir. Je veux vous dire aussi, parce qu'à chaque fois que je rencontre des collectifs d'anciens enfants placés, je leur répète que si aujourd'hui on est là, s'il y a cette délégation, si on vous reçoit aujourd'hui, s'il y a eu des rapports, alors peut-être qu'il y en a trop et pas assez d'action, c'est parce que des enfants placés, des anciens enfants placés ont brisé le mur du silence, et quand je dis mur, c'est un sacré mur, et parce qu'ils se sont mis en action, parfois à différentes places, même à l'intérieur de l'hémicycle, mais en dehors aussi. Et c'est parce qu'ils ont eu cette capacité à un moment donné, parce qu'ils ont pu le faire, parce qu'ils en ont eu la force à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne brisent pas le mur du silence n'ont pas de courage ou pas de force, mais simplement il y a eu des moments où ils ont pu le faire, et que ce combat, qui aujourd'hui, je vais le dire, est un combat non pas partisan, mais un combat politique que vous menez, puisque vous essayez d'agir sur les politiques et les politiques publiques,
vous le devez en fait. Voilà. Et parce que vous avez fait bouger des choses. Et pour nous, c'est très très important de pouvoir avoir vos avis, pas simplement comme des récits isolés, mais bien comme un récit qui trace quelque part une politique à venir et qui trace aussi une politique malade, un système malade, celui auquel vous avez dû parfois faire face. Et donc, moi, je pense que, en tout cas, votre collectif, il est extrêmement important pour continuer à suivre ça. Voilà, pour pas être dépossédé de ce que vous avez amené, vous et des quelques générations précédentes, avez amené dans le débat public. Ça, c'était la première chose. La deuxième, peut-être plus concrètement, sur ce que vous avez évoqué, vous avez parlé de la normalité, de cette aspiration à la normalité qui se conjugue aussi avec une prise en charge spécifique. Voilà, c'est les deux. Il y a une forme d'ambivalence qui doit être assumée, je crois. C'est à la fois pouvoir prendre en charge spécifiquement des jeunes qui parfois ont subi des traumas dans leur famille, qui peuvent cultiver à juste titre une peur de l'abandon, enfin plein de choses, et qui à la fois aspirent à cette normalité. Je voudrais peut-être que vous reveniez sur la manière dont ont été pris en charge vos activités culturelles, sportives, vos vacances. Vous avez un peu évoqué les colonies de vacances entre vous. Est-ce que vous avez constaté que vous aviez la possibilité d'avoir des activités qui se mélangeaient avec tous les enfants et qui permettaient cette normalité? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux de ce point de vue-là? Je rejoins les questions sur la question de la scolarisation, donc je ne vais pas plus loin. Est-ce que, parce que je le constate pour le public qui a ses spécificités aussi de mineurs non accompagnés avec des injonctions à une scolarité professionnalisante et courte, est-ce que celle-ci, c'est quelque chose que vous partagez aussi et que vous avez vécu? Et dernière chose, sur la question des familles d'accueil, j'ai toujours été très troublée parce que parfois je les recevais, les représentantes des assistantes familiales, qui me disaient que quelque part on les contraignait à sortir d'une culture de l'attachement. Et moi je me demande toujours comment on peut sécuriser affectivement un enfant, d'autant plus quand il est si vulnérable de ce point de vue-là et quand on lui interdit cet attachement. Donc j'aimerais bien avoir un retour là-dessus. Merci. Merci beaucoup pour ce premier tour. Je propose aux collègues qui voudraient... du coup, allez, on y va alors. Bonjour, merci Madame la Présidente. En fait, j'hésitais, pour tout vous dire, à vous poser une question parce que je crois que l'intérêt pour nous tous, c'était surtout de vous écouter et qu'une fois qu'on vous a écouté, on ne sait pas s'il y a encore beaucoup à ajouter puisque vous avez eu des témoignages qui étaient des témoignages courageux. C'est toujours difficile de parler à l'Assemblée et ça l'est encore plus sur des sujets aussi humains. Mais ces paroles, elles méritent d'être entendues à l'Assemblée. Elles sont importantes pour vous, elles sont importantes pour nous, et je pense qu'elles sont importantes pour tous ceux qui, à un moment, auront à regarder cette vidéo, cet enregistrement, qui essaieront de comprendre où on en est aujourd'hui dans les politiques qui sont mises en place. C'est sûr qu'il faut distinguer la loi, premièrement, et son application. J'aurais plutôt tendance à croire qu'aujourd'hui, on a trop de lois. Parfois, on en vote tellement qu'on ne sait même plus lesquelles il faut appliquer, dans quel ordre, et on vote des lois qui... pour un tas de raisons juridiques ou budgétaires, ne sont plus applicables. Et je pense que dans ce domaine-là, c'est assez flagrant. La loi est peut-être parfois trop bavarde ou en tout cas plus forcément en phase avec les réalités que vous avez pu nous décrire. Sur les familles d'accueil, on a entendu des témoignages qui étaient très ambivalents et qui sont extrêmement difficiles parce que vous avez à la fois des témoignages d'accueil qui sont extrêmement beaux et il ne faudrait pas qu'on se trompe, il y a des familles qui vouent totalement leur existence à cet accueil-là, qui s'y consacrent pleinement et qui révèlent chaque jour des trésors de générosité. Et il ne faudrait pas qu'on entache tout ça des tristes affaires que malheureusement on peut lire aussi régulièrement par la presse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en sortant de cet échange, peut-être que je n'avais pas forcément une question au début, mais moi j'ai une ou deux certitudes. Les certitudes, c'est qu'il y a des défaillances de contrôle qui sont très nettes et évidemment qu'il va falloir là-dessus que l'État prenne sa part. Je ne pense pas pour le coup que ce soit une question de loi. Il faut être tout à fait honnête, à un moment donné, il y a un gouvernement qui est en charge de piloter ces politiques-là, qui doit prendre sa responsabilité pour s'assurer que la protection de l'enfance soit pas un vain mot. Et puis il y a des défaillances d'accompagnement et là de suivi des familles, voire des professionnels. Et si j'avais une question, ce serait plutôt là pour nous aider à creuser, c'est quelles seraient d'après vous les priorités que
que l'on devrait pouvoir se donner en matière de formation, à la fois des professionnels de l'enfance, voire de la petite enfance, parce qu'on peut aussi imaginer que l'accompagnement commence parfois très tôt. Je vous remercie. Merci. Du coup, il me reste 2 collègues qui ont demandé la parole. Je vais vous la donner tout de suite. Madame Métier. Merci Madame la Présidente, chers jeunes. Merci pour vos témoignages bouleversants. Je viens de rejoindre la délégation aux droits des enfants et je vous remercie de m'avoir accepté dans cette délégation. Et il s'agit de ma première audition. Et ce que j'ai entendu finalement est difficilement entendable. Et je dois vous dire que je pense être au bon endroit en tant que parlementaire, effectivement, pour vous défendre. Parce qu'effectivement, il y a du travail encore pour vous défendre. Et je me pose la question quand même par rapport à ce que vous avez évoqué, c'est tous les aspects contrôle. Et c'est vrai que quand vous avez des enfants qui sont gardés, des enfants qui sont adoptés, etc., les contrôles sont très poussés. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande différence avec les enfants placés. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais évoquer avec vous et sûrement creuser, en tout cas pleinement engagé pour vous défendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lanlot. Je vais être très rapide parce que en fait, l'objectif, c'est de vous écouter. On ne peut être que ému en vous entendant. Moi, je dis toujours que quand on s'engage sur ces sujets-là, que ce soit au sein de cette délégation aux droits des enfants dans laquelle je ne suis pas depuis si longtemps que ça, ou tout autre sujet lié à l'éducation et à la santé des enfants, on n'y est pas par hasard. Vous avez vos parcours, on a également nos parcours, et je pense que tout ça s'entremêle et nous donne beaucoup d'émotions et peut-être sans doute pour certaines ou certains d'entre nous quelques petits rappels de nos propres histoires. J'avais juste une toute petite question, mais qui est par rapport à toutes les autres questions et la profondeur de vos témoignages va peut-être vous sembler futile, mais peut-être pas tant que ça. Vous nous avez, Monsieur Quiardé, fait part de votre parcours et du petit frère qui était avec vous. Et en fait, j'avais juste une question. Est-ce que la famille d'accueil qui vous a accompagné et qui visiblement vous a bien accompagné, est-ce que votre fratrie était réunie? Parce que ça fait partie aussi des questions que l'on peut se poser, de faire en sorte que les fratries puissent rester ensemble. C'est un socle non négligeable et important aussi. Donc c'était mais un grand merci pour vos témoignages et voilà. Merci beaucoup. 2 questions subsidiaires et après on vous laisse la parole, c'est promis. Vous n'avez pas du tout parlé de la relation à la justice. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous voudriez nous dire qu'il faudra améliorer sur le processus judiciaire. Et le dernier, mademoiselle, on m'a beaucoup touchée en disant que vous étiez la 3e génération. Est-ce que, et c'est une question pour vous tous, est-ce que vous pensez que si on avait aidé vos parents, on aurait pu peut-être éviter ce parcours-là? Et est-ce que dans ce cas-là, vous avez des propositions de meilleur accompagnement des parents? Parce que nous, je pense sincèrement que le soutien à la parentalité dans notre pays n'est pas assez fort et qu'on a vraiment besoin d'un meilleur appui. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas comment vous voulez vous organiser. Vous aimez trop me regarder. Allez. C'est vous qui êtes libre, vous êtes les auditionnés, vous organisez, il n'y a pas de problème. Allez, je prends le taureau par les cornes. J'ai notifié plusieurs choses et je vous remercie pour l'intérêt que vous avez donné à chacun de nos témoignages. Alors si vous voulez, j'ai fait une liste à peu près dans l'ordre où les personnes sont passées. Désolé si j'écorche vos noms, j'ai une oreille un petit peu sensible. Alors du coup, Monsieur Walter, vous aviez parlé notamment du parcours scolaire. Vous aviez parlé de famille d'accueil et de l'accompagnement post-majorité. Alors, au niveau du scolaire, je pense que chaque personne ici peut répondre quelque chose de complètement différent. Moi, j'étais dans un foyer, du coup, où on avait un éducateur scolaire. C'est grosso modo celui qui nous expliquait Pythagore, tout ça. J'ai rien retenu d'ailleurs.
Vous inquiétez pas, mais j'espère qu'il est bien là où il est en tout cas. Donc, à titre personnel, lorsque j'ai été placé, j'étais donc au collège et il s'avérait de discuter de « mais du coup, tu veux faire quoi plus tard ?» Moi, je savais que je voulais dessiner, je savais que je voulais essayer de faire des trucs un petit peu cool. Cependant, très tôt, les conseillers d'orientation m'expliquaient qu'avec mon parcours, mon histoire, je ne peux pas m'engager dans de longues études, vu que chaque jour je choisis une nouvelle lubie. Je crois que je leur avais parlé de pouvoir devenir professeur de philosophie. Bon, finalement, je fais du tatouage, ça n'a rien à voir. Mais on nous a quand même dit, vous ne pouvez pas car vous êtes dans cette situation. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous disais également dans mon témoignage, c'est que j'aurais rêvé de reposer mes fesses sur une chaise de cours à écouter des gens passionnés me raconter ce qu'ils sont en train de m'enseigner. Et j'ai adoré le lycée, j'ai adoré l'école. Je suis quelqu'un de très curieux et aujourd'hui, j'en veux aussi à ce système-là de ne pas m'avoir permis de pouvoir me développer en fait et d'être quelqu'un d'un peu plus heureux dans son quotidien. Voilà, je fais un taf alimentaire, je bosse 24 heures par semaine et le reste du temps ça jongle entre ma psychiatre et mon psychologue pour essayer de ne pas avoir envie de mourir constamment. Donc voilà, grosso modo là-dessus c'est ce que j'avais à dire. Quelqu'un, excusez-moi, je n'ai pas bien noté les noms, a parlé également de la possibilité de nous mélanger entre les écoles, les vacances. On l'était très peu et la plupart des jeunes avec lesquels je vivais masquaient à leurs amis le fait qu'ils étaient placés de manière générale. C'est-à-dire que quand on allait les chercher, par exemple, après un cours, la voiture s'arrêtait 2 rues plus loin pour que le jeune n'ait pas à se faire remarquer. Et j'étais dans un foyer qui était à Damary-les-Lys. Il y avait quelques collèges juste à côté. Et les mots qu'on a le plus entendus vis-à-vis de ça, c'est que nous étions dans un foyer de putes et que finalement on devrait en mourir. On a eu des gens qui sont venus casser le barbelé et le grillage derrière le foyer et qui sont rentrés dedans. Donc c'est des situations où nous, on n'était pas vraiment mélangés. On l'était lorsqu'on l'était à l'école, mais on ne l'était pas quand on prenait des vacances. Voilà, des fois, on partait en vacances dans des familles d'accueil. Voilà, je ne sais pas trop quel est le concept, je remets toujours ça en question aujourd'hui. Tac. Quelqu'un a également parlé de fratrie dispersée, et je pense que c'est quelque chose qui est aussi... c'est très disparate, c'est-à-dire que mon frère a été placé quand moi j'ai été ramené au domicile de ma mère, ce qu'il a vécu comme un ah bah du coup on échange pour que chacun on puisse avoir quelque temps. Voilà, c'est mon petit frère qui a quand même 5 ans de moins et je vous parlais d'une situation de handicap. Je pense qu'aujourd'hui il n'arrive toujours pas à comprendre ça et qu'il le vit comme une énorme injustice. Alors qu'en fait, on était juste censés être protégés tous les deux. Et je reviens sur ce que vous avez dit également, Madame la Présidente, quand vous parliez du côté judiciaire et éventuellement d'un accompagnement parental. Sur le côté judiciaire, c'est extrêmement compliqué de jongler et de se dire « Ok, bon, peut-être que dans 6 mois, je devrais repasser devant le juge des enfants », ce qui déjà nous mettait une boule au ventre absolument monstrueuse. Étant donné qu'il y avait tout Pierre-Paul Jacques, des représentants qui nous prenaient en charge, qui pouvaient être là, dire ce qu'ils avaient à dire dans une intimité qui est quand même... c'est nos vies, quoi. C'est un peu... je me verrais pas raconter l'intégralité de mon parcours devant vous tous, même si vous avez l'air tous très sympathiques. Et... ma mère est quelqu'un qui est en difficulté, selon moi, psychologique aujourd'hui, et je pense que si au lieu
de la lyncher et de lui dire qu'elle était une mauvaise mère, et si on lui avait proposé plutôt un accompagnement, peut-être qu'aujourd'hui, et peut-être pendant ces moments-là, qu'elle aurait pu être un peu mieux. Parce que perdre son premier parent d'un accident de la route et d'avoir le deuxième qui ne va pas bien, légitimement bien entendu, c'est très compliqué, et tous les jours je regrette le fait que personne n'ait voulu lui tendre la main sous prétexte qu'elle était un parent. Je pense qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise personne, tout le monde est contrasté, et que j'aurais vraiment aimé que ma mère puisse aller bien. Et il me semble même que la première chose que je lui ai souhaité quand le service de EMO a décidé de m'emmener dans ce foyer, je crois que je lui avais demandé de faire attention à son alimentation et qu'elle puisse prendre quelques kilos parce qu'elle allait pas bien. Je vérifie si j'ai rien oublié, comme ça j'arrête. Vous inquiétez pas, vous pourrez reprendre si à la fin vous avez un doute. Ok, bah dans ce cas, on va faire ça. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Entre-temps, je crois que j'ai même oublié certaines questions. Déjà au niveau de la scolarité, assez rapidement, moi ce que j'entends et ce que j'ai pu vivre aussi, c'est qu'il y a quand même très peu de soutien de la part du système, de manière générale, beaucoup plus largement de la protection de l'enfance, parce qu'on nous demande d'être assez rapidement compétent avec un métier, même si ce n'est pas le métier qu'on veut faire. Donc moi je trouve que c'est un peu, il n'y a pas un soutien assez important. Donc il y a des gens qui ont envie d'y aller faire des études hyper longues, ou devenir médecin, ou parce qu'ils sont doués pour quelque chose de spécifique, dans le sport, ou dans le scientifique, ou encore dans le cinéma, ou peu importe le domaine. Mais c'est des domaines qui demandent quand même un niveau de compétences assez importante, donc qui demandent un temps d'études assez long, et qui veut dire qu'un protection en France, ça pose un sérieux problème sur le soutien et l'accompagnement au niveau des études supérieures. Donc il y a beaucoup de CAP, et souvent ça ne correspond pas. Moi je fais un bac pro, c'était pas le truc que je voulais faire, mais c'est le truc vers lequel on m'a orienté. Donc j'ai pas eu le temps de pouvoir dire non, et c'est ce qui manque en protection de l'enfance, c'est le pouvoir d'agir des enfants. Donc le fait que les enfants, on ne leur donne pas de confiance, ils ne sont pas considérés, donc ils n'ont pas l'autorité pour contester, pour s'imposer, pour dire non, pour dire voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Donc c'est toute une philosophie qui fait que un enfant en protection de l'enfance ne prend pas la parole pour dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont même pas non plus le temps de contester. Donc moi, je n'ai pas eu le temps, donc on m'a dit un bac pro vente. Donc je fais un bac pro vente, même si ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est après les études supérieures, donc il y avait des gens, des personnes autour de moi, des personnes de confiance. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire mes études. C'est pas parce que j'ai été quand même soutenu par la protection de l'enfance. Donc ça, c'est un point un peu négatif. C'est le fait qu'on ne soutient pas beaucoup sur les études longues, même si c'est nécessaire. Parfois, c'est pas nécessaire. Donc, Et ensuite, je crois qu'il y avait une question sur les vacances. Moi, j'étais en famille d'accueil, donc les vacances qu'on m'avait proposées, je les refusais automatiquement. Pourquoi ? Parce que les vacances qu'on me proposait, c'était avec des autres enfants placés. Ça ne m'intéressait pas. Donc je préfère même aller en bas de la rue avec mes potes, nous poser sans rien faire, discuter, parce que c'est des gens avec qui j'ai envie d'être. Et c'est un environnement sur lequel j'ai pas de traumatisme ou autre. Donc le fait d'être avec eux, ça me faisait en tout cas du bien d'être un peu comme quelqu'un de normal. Donc moi je trouve que c'est un peu... Il n'y a aucune créativité au niveau des sorties de la protection de l'enfance. Pour moi, s'il y a une sortie, il faut tout simplement envoyer les gens comme n'importe qui, en fait. Pas juste dire on va réunir tous les enfants de la protection de l'enfance pour faire un événement. Moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'y allais pas parce que, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais répondre d'autre ? Les quoi ? Les MNA, c'est vrai que nous, à Repère, on se bat beaucoup sur nos distinctions entre les enfants et les MNA, parce que c'est tous des enfants, ils ont tous besoin d'aide. Et surtout, c'est eux qui ont aussi le plus de besoin d'aide sur des sujets assez spécifiques, sur l'accompagnement
administrative qui est assez important. Et c'est des jeunes qui ont envie tout simplement d'apprendre, de travailler, de réussir, d'être comme n'importe qui. Donc je trouve que, en tout cas à Repère, on a beaucoup de mal à accompagner sur le niveau administratif parce que les lois ou encore ce qui existe au niveau du droit commun n'est pas un avantage sur l'accès au séjour. Donc c'est très compliqué. L'insertion, elle est très compliquée. Il faut trouver un logement, s'il faut trouver un travail, s'il faut faire de l'insertion, tous les trucs qu'on peut faire facilement, on est bloqué parce qu'il y a eu des contraintes administratives pendant leur placement qui fait qu'ils sortent sans rien. Et donc c'est très compliqué pour nous de réagir après parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire et c'est très compliqué. Bon, je vais laisser la parole, peut-être que je reviendrai plus tard, mais voilà. Allez-y. Je poursuis alors. Sur la scolarité, mais je veux aussi un peu donner d'espoir parce que c'est vrai que c'était un peu tristoun. Je suis actuellement en master de stratégie territoriale et urbaine à l'école urbaine. Très bon master d'ailleurs. Mais ça a été le fruit d'un long cheminement, de beaucoup de sacrifices, notamment de mon contrat jeune majeur. Parce que en fait aussi savoir qu'est-ce qu'on aime quand tout nous a été toujours dicté, voilà, qu'est-ce qu'on aime en termes de yaourt, du coup qu'est-ce qu'on aime dans les études, c'est aussi une grande question. On est toujours dans cette nuance de on aurait besoin de normalité et de spécificité en même temps. On nous presse et en même temps on serait les premiers et les premières à avoir besoin d'un temps pour digérer, j'aime bien ce terme, digérer nos histoires, nos traumatismes, se reconstruire et notamment apprendre à se connaître. Mais c'est aussi le cas de beaucoup d'autres jeunes. Je dirais que la scolarité, je rejoins, c'est très variable. Pour le coup, j'ai eu de la chance d'avoir de la dyslexie qui m'a permis d'avoir du coup du tiers-temps, de l'orthophonie, etc. Et donc ça m'a permis d'avoir une meilleure scolarité. Et donc ce tiers-temps servait aussi pour tout le reste, les difficultés de concentration liées au placement, etc. Tiers-temps que j'ai encore aujourd'hui et qui me sert beaucoup. Au niveau des assistants et assistantes familiaux, bon, on avait déjà échangé sur la question et je maintiens que c'est pas du tout un métier que je pourrais faire. Il n'y a aucun métier où c'est chez soi, du 24 heures sur 24, où on doit avoir de l'attachement, mais en même temps de la distance, mais en même temps on doit être confronté à des enfants en situation de difficulté, de détresse émotionnelle, etc. En sachant qu'aujourd'hui le statut, il est en train d'être modifié et j'espère qu'il ira dans le bon sens, mais très loin d'être considérés comme des professionnels de santé, alors qu'on a quand même tout le diagnostic de terrain qui est très présent. Donc c'est aussi très variable en fonction des situations. La préconisation pour moi, ce serait de rattacher ça à des professionnels de santé parce qu'il y a une nécessité à ce qu'ils soient intégrés dans les plans d'accompagnement, à ce que leur retour d'expertise de terrain sur ce qui se passe au quotidien puisse être mis en lien avec les prises en charge, orthophonie, rééducation, etc. Donc là-dessus, il y a un grand besoin d'évolution, d'attractivité aussi, de revalorisation de manière générale, notamment les grilles en fonction de la charge, entre guillemets, il faudrait changer le terme, que représentent les enfants, mais un enfant qui est porteur d'autisme, ce ne sera pas du tout la même chose qu'un enfant qui a des troubles de l'attachement, etc. Donc ça, il y a un besoin de flexibilité et d'adaptabilité. Au niveau des activités, pour le coup, c'est ce que j'évoquais un petit peu sur les colonies. Je pense qu'on peut évoquer le fait qu'on se sentait pour la plupart aussi en danger entre nous. On se retrouvait à nouveau dans des colonies où on n'était que entre jeunes placés. Et il faut être aussi très honnête, un placement qui va être dans un foyer à Marseille n'est pas du tout la même chose qu'un placement qui est dans une famille d'accueil avec laquelle ça se passe très bien à Clermont-Ferrand. Donc forcément, on est confronté à des nouvelles violences, à des nouvelles insécurités, etc. Donc c'est vraiment pas un mythe, la période de fin juillet, début août, en fait, on se retrouve que entre nous. Il n'y a aucun enfant qui n'est pas placé dans ces moments-là. Donc peut-être une nécessité de travailler... Je sais qu'il y a quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup plu, c'était de travailler avec la municipalité. Enfin, il y avait un contrat département-municipalité, et donc on faisait des sports, et on était juste avec tous les enfants qui ne partaient pas en vacances. Et c'était très chouette, du coup, de découvrir le sport, la culture, et de ne pas être attaché toujours à cette étiquette-là. Sur la question de la professionnalisation, c'est un grand sujet, mais parce qu'on a cette deadline à 21 ans. Donc...
C'est plein d'astuces qui sont mises en place pour nous dire gentiment qu'à 21 ans, il va falloir avoir un diplôme, être autonome si on veut un minimum s'en sortir dans la vie, ce qui conduit forcément à des études très courtes, et encore une fois, à ne pas nous laisser la possibilité de réellement savoir ce qu'on veut faire et prendre le temps. Et de parfois aussi, à titre personnel, j'avais été sollicitée pour un engagement à la FAGE, donc une organisation étudiante. Et il a fallu que je fasse un choix entre mon contrat jeune majeur ou cette organisation-là. J'ai fait le choix de partir à la FAGE et ça m'a permis aussi de savoir ce que je veux faire, de reprendre des études aujourd'hui qui me plaisent. Et mine de rien, d'avoir un domaine dans lequel le matin on est content de se réveiller, ça permet aussi d'oublier toutes les difficultés au quotidien qui sont rappelées par ce que je disais, les impôts, le fait de devoir demander la complémentaire santé solidaire, etc. La paperasse, quoi. Sur la question de la justice, je pense que de manière générale, il faudrait qu'on ait une dynamique qui tourne vraiment autour des besoins des enfants, notamment de manière très anecdotique. Quand on est convoqué, je ne sais plus qui l'abordait tout à l'heure, mais au tribunal, c'est extrêmement impressionnant, surtout quand on est un enfant, surtout quand on passe les portiques, surtout quand on est dans le couloir avec potentiellement nos parents aussi maltraitants. C'est extrêmement traumatisant. On se fait toujours très belle, très beau, etc. parce qu'on a l'impression d'être jugé. J'essaye un peu de retranscrire l'ambiance parce qu'il y a vraiment une ambiance. Ces couloirs, ces escaliers, on se sent coupable alors qu'on est censé se sentir protégé, ce qui n'est pas du tout le cas parce que quand on est tout seul sur les bancs à côté de nos parents maltraitants, c'est très traumatisant. Donc il peut y avoir aussi des instances qui sont séparées. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut travailler, notamment quand c'est des placements judiciaires pour maltraitance. Peut-être ne pas avoir la nécessité de devoir attendre que l'enfant ait 10-11 ans et qu'il ait 10 convocations judiciaires à supporter ça, et peut-être voir pour le recommander, voire le préconiser plus. Mais aussi essayer d'adapter les convocations qui se passent à 11h le matin. Ça nous fait sortir de l'école. Du coup, on doit expliquer qu'on va au tribunal alors qu'on a 6 ans. C'est des petites choses qui font que notre quotidien est toujours très particulier et que forcément, on est mis sur la touche et qu'on ne peut pas avoir un quotidien normal. Et donc, cette normalité, c'est peut-être un peu le seul fil conducteur qui nous maintient la plupart du temps en vie. Relation de fratrie, pareil, c'est très dépendant et encore une fois, je pense qu'il faudrait l'adapter aux besoins. Mon petit frère, qui a du coup 2 ans de moins que moi, a été placé en même temps mais n'a pas forcément compris, et je rejoins un petit peu le témoignage, pris conscience de l'ampleur des maltraitances à ce moment-là parce qu'il était très petit. Et donc aujourd'hui, par exemple, lui est à nouveau en contact avec mes parents biologiques et subit... alors oui, il est adulte, mais bon, il a... 20 ans, et donc à 20 ans, se reconfronter en fait à la réalité de la déception, des maltraitances, des violences, c'est aussi très violent. Et donc là-dessus, encore une fois, recentrer sur les besoins des enfants, réexpliquer aussi. On ne nous explique pas, on est placé. Je maintiens ce terme parce que c'est réellement ce qui se passe encore aujourd'hui. Sur la question de la 3e génération, et après j'aurais terminé, oui, évidemment, ma mère a connu la prostitution en foyer. Je vous invite à regarder le film qui est sorti récemment sur le sujet. Alors évidemment, elle a toute la part de responsabilité sur les actes qu'elle a fait, la maltraitance dont elle a fait preuve, mais j'aime bien aussi avoir ce recul sur le fait qu'il y a eu un réel manque d'accompagnement, peut-être même aussi de coordination entre la PMI, les services sociaux, etc. Voilà, il y a des éléments, par exemple, que j'ai découverts en lisant mon dossier à 18 ans, et les bras m'en sont tombés en me disant, mais il y avait ces éléments-là déjà, et pourquoi on a attendu autant de temps, pourquoi on a maintenu pendant 9 ans que je retourne la moitié de la semaine chez eux, subir encore des maltraitances. Donc je pense qu'il y a un réel besoin de ne pas être clivant. C'est-à-dire qu'il y a des parents aussi où on entend souvent parler des placements abusifs. Il ne faut pas généraliser toutes les situations, mais il y a quand même beaucoup de traits communs aussi sur un peu l'idéal de ce qui se passe dans la sphère intime reste dans la sphère intime. Oui, mais quand il s'agit d'enfants, quand il s'agit de signalements, quand il s'agit d'informations préoccupantes, il faut aussi se dire que cette famille qui a l'air peut-être normale ou cette famille dont le dossier est connu, il faut s'en saisir, et malheureusement, il faut aussi passer par des mesures qui ne sont pas agréables, à mon sens. Voilà. Alors du coup, déjà, pour ce qui est du parcours scolaire,
Moi, ça a été plutôt comme une forme, on va dire que ça a été déjà une chance. Je me suis beaucoup attachée aux professeurs qui ont vraiment joué le rôle d'adulte et qui m'ont montré la direction où aller. Et même parfois, ça a pu être parfois malsain. Je pense que c'est pas forcément une forme scolaire non plus très saine, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée. J'ai eu la chance aussi de faire une hypocagne et une cagne. Et en fait, je pense que ça a été en fait mon contrat jeune majeur. Parce que je pourrais vous expliquer comment j'ai dû payer 2000 € de frais médicaux parce que j'ai pas forcément été accompagnée comme il le fallait. Mais en tout cas, voir des adultes 6 jours sur 7 et de manière bien accompagnée, ça m'a vraiment aidé à me sentir et à être là aujourd'hui. Pour ce qui est de la question des familles d'accueil, je ne sais pas si j'ai des préconisations précises à apporter, mais en tout cas, je suis allée regarder les chiffres de l'adresse et effectivement, ça confirme un peu une perception, c'est que les assistants familiaux aujourd'hui sont majoritairement des parents et en couple. Donc on a un profil type qui est valorisé. On a 87% des assistants familiaux qui sont en couple. Du coup, dans l'idée, c'est qu'on va plutôt favoriser dans le recrutement un certain profil. Parce que j'ai vu que pour être famille d'accueil, il faut avoir les conditions d'accueil suffisantes et que c'est pas un terme qui est forcément très décrit et détaillé. Donc lors du recrutement, certains vont penser que être célibataire, par exemple, ce n'est pas une condition suffisante, alors qu'on l'a vu que certaines familles d'accueil qui correspondent au profil type ne peuvent pas en fait accueillir d'enfants. Également, peut-être plus de formation, parce que donc il y a 240 heures obligatoires, mais un tiers des familles d'accueil n'ont pas eu d'autres formations que celles qui sont obligatoires. Je pense par exemple notamment sur le handicap. Il y a beaucoup de familles d'accueil qui accueillent des enfants porteurs de handicap et qui ne sont pas formés. Donc ça pose déjà un peu un problème. Peut-être aussi s'ouvrir au cumul d'emplois, aussi, parce qu'on n'a pas forcément... un emploi n'est pas forcément... c'est pas parce qu'on a un emploi qu'on ne peut pas s'occuper d'un enfant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La vie normale. Oui, voilà. Je suis... Alors, pour la prise en charge culturelle, je pense que c'est... du coup, j'ai eu de la chance parce que ma mère a dépensé l'argent de la CAF pour me permettre de faire des activités culturelles. Merci à elle. Mais en tout cas, je pense que on peut interroger le rôle de l'ASE dedans. Je sais qu'on était beaucoup d'enfants placés à aller au club ado et c'était une expérience très bien parce qu'on a pu faire plein de choses. Donc peut-être rendre ça de manière plus systématique, en effet, parce que je pense que c'est important pour l'épanouissement. Et enfin, du coup, pour le judiciaire, je suis totalement d'accord du coup avec Agnella. Et aussi, je pense que c'est important d'avoir une figure qui représente, même si le juge des enfants représente l'intérêt suprême de l'enfant, je pense que c'est bien d'avoir une personne quand même à côté qui aide à déjà faire comprendre l'enfant qu'est-ce qu'il fait là. Je sais que ma première audition au tribunal, je n'ai pas forcément compris pourquoi j'étais là et être représentée. Pour le soutien à la parentalité, je pense que ça doit tout être adapté. Parce que moi, ça a été un accent qui a été énormément mis en avant. L'ASE a énormément travaillé justement à soutenir ma mère avec les TSF, etc. Et en lisant mon dossier, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, dès le départ, ce n'était pas forcément possible. Et c'est vrai que adapter en fait aussi à l'enfant, je pense. Merci beaucoup. Je vous laisse. Ah oui, allez-y. Non, il n'y a pas de rapide. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas noté tous les noms de toutes les personnes qui ont posé les questions. Je vais d'abord vous répondre à votre question plus personnelle au niveau de la fratrie. Moi, il y a eu une injonction du juge de séparer la fratrie parce que le climat de violence était tel dans la famille que mon frère est un peu castrateur, on peut dire. Donc, il fallait nous séparer à tout prix. Et il était plus grand que moi j'étais le dernier de la fratrie. Ensuite, vous avez parlé d'engagement politique. Et je trouve ça regrettable de parler d'engagement politique aujourd'hui. Combat politique, engagement politique. Et je trouve dommage que la protection de l'enfance soit aujourd'hui assimilée à de la politique. On parle d'humain.
Et donc, le fait qu'il y ait des camps qui soient plus en faveur que d'autres, en tout cas, sur des questions de protection de l'enfance, c'est regrettable. Et au-delà, si je vais sur la scolarité, on voit que 4% seulement font des études supérieures. On a 70% des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance qui n'ont pas de diplôme. C'est énorme, c'est considérable, beaucoup plus que la population générale. Moi, j'ai eu cette chance de faire des études supérieures parce que j'ai été lauréat de la mention bien au baccalauréat, parce que l'école m'a sauvé. L'école, c'est l'institution à laquelle je me suis accroché pour réussir dans la vie. Ma famille d'accueil m'a toujours dit, c'est l'école qui te sortira de tout ça, en plus de son accompagnement, mais elle n'avait pas la prétention de me le dire en tout cas. Et grâce à cette mention bien, eh bien j'ai obtenu de la Fondation Francis Bouygues une bourse d'excellence, en plus de la bourse du Crous, qui est automatiquement échelon 7, logement Crous, etc. Donc j'ai pu me loger dans le privé, en dehors des résidences Crous, et également vivre de manière très décente chaque jour. Concernant cet aspect scolarité, je vais venir aussi également sur les jeunes de la PJJ. Je pense à eux notamment sur l'accès au droit qui est réservé aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Je ne pense pas qu'aujourd'hui les jeunes de la PJJ, qui sont sous main de justice, eh bien, ont accès à cette priorité sur les bourses parce qu'ils peuvent faire des études supérieures. Certains peuvent se relancer dans un BTS, dans peut-être des formations moindres, mais en tout cas qui ne sont pas moindres d'esprit. Hein. Je parle en termes d'années, etc. Toute formation est super importante et le projet d'avenir, s'il convient à la personne, c'est le plus merveilleux. Et pensez à ces jeunes de la PJJ qui représentent quand même 133 000 enfants suivis. On ne tombe pas dans la délinquance comme ça parce qu'on a envie. On claque des doigts, je suis délinquant demain. On a aussi cette mission de protection de l'enfance. Donc il y en a marre également que les départements se battent avec la PJJ pour dire il relève de la PJJ, il relève de la PJJ, il va à la PJJ. Parce que c'est vrai que la PJJ est dans une situation très confortable où les taux d'occupation des établissements sont moindres que l'aide sociale à l'enfance qui peuvent être suroccupés. Mais à la fois, pourquoi être dans la PJJ, dans un foyer où on peut avoir des situations de délinquance si la personne a juste fumé un joint, par exemple. Enfin, on en arrive là, je le caricature, mais on en arrive là aujourd'hui. Donc, en dehors, je le fais un peu en cafouillis, je vous réponds au niveau des 10 contrats jeunes majeurs qu'on appelle APJM et ADJM, on a cette contractualisation qui a été renouvelée en 2023, les CDPPE. Moi, je pense que on peut aller au-delà de ces objectifs si à l'avenir ça revient, parce que les départements ils vont répondre à cet objectif en donnant un contrat jeune majeur de 3 mois et l'objectif est rempli. Il a donné un contrat jeune majeur et pourtant il aura duré que 3 mois. Et puis ce contrat jeune majeur, ça ne sera probablement qu'une aide méthodologique. Et qui dit que l'enfant a réellement vu l'éducateur au cours de ce dit contrat jeune majeur? Je le simplifie, ce n'est pas un contrat. Est-ce qu'il y a une aide financière? Est-ce qu'il y a réel accompagnement finalement? Et finalement, est-ce que les départements ont vraiment rempli leur objectif dans le fond? Dans la forme, ils l'ont rempli, mais dans le fond, non. Ensuite, au niveau de la société, on parle beaucoup de protection de l'enfance. Protection de l'enfance aujourd'hui, et c'est louable pour nous, on est très heureux, mais regardez la place de l'enfant de manière générale dans la société. Aujourd'hui, vous avez des hôtels sans enfants, vous avez des mariages sans enfants, vous avez plein de choses sans enfants, et vous avez des personnes qui sont fières de dire « je n'inviterai pas les enfants à mon mariage ». Vous trouvez ça normal? C'est une société malade aujourd'hui d'exclure les enfants. On ne parle plus de pleurs d'enfants, on parle de cris, ça nous agace, on a tout de suite des mots horribles. Et je vais vous prendre un exemple concret. Vous marchez dans la rue, une personne, donc 2 trottoirs à droite, enfin à gauche et à droite. À gauche, vous avez un homme et sa femme, ou voilà. Et à droite, vous avez un enfant et son parent. Si la femme vient à recevoir une gifle dans la rue, ça va choquer beaucoup de monde. Si l'enfant reçoit une gifle, ça va choquer moindre. Ça va beaucoup moins choquer. Et à partir de ce constat, j'estime que la situation est quand même grave sur la place de l'enfant et sur la place de ses droits. Et justement, je vais en venir à ses droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette constitutionnalisation de la décentralisation qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir tous les leviers d'action pour le gouvernement sur la protection de l'enfance. Mais si vous avez bien un levier, c'est la justice administrative. Le recours à la justice administrative. Moi, on ne m'a jamais dit qu'en cas de carence de l'aide sociale à l'enfant, je pouvais les attaquer au tribunal. On a récemment une décision du tribunal des conflits qui nous indique qu'en cas de carence de l'aide sociale à l'enfant, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Surprenant. C'est un service départemental, mais à la fois, ça relève d'une décision du juge judiciaire. Mais la justice administrative, dans le cadre
CJM, encore une fois, je trouve qu'elle a toute sa place. Et c'est là que la loi Taquet de 2022, eh bien, elle prendra tous ses effets. Je pense, à mon avis en tout cas. Ensuite, sur la prise en charge socio-culturelle. Pour ma part, j'ai eu énormément de chance. J'étais un enfant très colérique, je bougeais énormément et on m'a permis de faire de l'équitation. Quand vous faites de l'équitation, quand vous êtes sur un cheval, vous ne faites pas n'importe quoi. Le cheval ressent les émotions. Alors oui, j'ai eu un peu cette sorte d'équithérapie qu'on appelle et aujourd'hui qu'on pratique dans certains foyers ou même dans certaines institutions, qui a été essentielle. Donc la pratique, en tout cas le socio-culturel est important. En revanche, vous êtes différencié de vos camarades quand il s'agit d'un voyage scolaire. Parce que qui rend en dernier l'autorisation? Parce que le temps d'aller signer, le temps que le délégué ASE aille signer si les parents ne sont pas là, eh bien ça prend du temps. Et donc parfois, quand c'est le premier arrivé, premier servi pour le voyage, vous ne l'avez pas. Et ça, c'est problématique. Et ça nous fait sentir tous les jours cette pression administrative. Le fait que la famille d'accueil ou l'éducateur, en tout cas quand elle agit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, n'ait pas cette autorisation. C'est tout ce qui relève des actes usuels et non usuels. Et ça, je pense sincèrement qu'on ne peut plus aujourd'hui se baser sur la jurisprudence et qu'on doit le graver dans la loi, ce qui est un acte usuel et un acte non usuel. On va me dire, oui, mais la loi, elle est plus contraignante. Mais la loi, tout ce qui se fait, se défait. Moi, j'ai appris ça en droit. Ma licence de droit m'a permis de comprendre. Et je pense que même une personne hors licence de droit comprend, hein, on le voit à l'actualité. Au niveau de la formation des professionnels également, apprendre aux professionnels, sans être injurieux, hein, mais la prise de recul, ils sont très souvent la tête dans le guidon. Parce qu'il y a des urgences à gérer, parce qu'il y a des problèmes RH, parce qu'il y a beaucoup moins de professionnels à disposition dans un foyer, parce que les assistants familiaux qui sont de moins en moins, on a des populations d'assistants familiaux qui chutent, qui se divisent par 2 dans certains départements du fait des départs à la retraite. Et donc, c'est vraiment cette prise de recul et peut-être cette obligation d'aller en analyse de la pratique qui permet d'échanger avec d'autres professionnels sur les situations, avec le psychologue de service. Je pense que c'est très important. La relation à la justice. Moi, je vous parlais du fait qu'on découvre une nouvelle cour de récré quand on est jeune. C'est la cour du tribunal. On s'amuse au milieu du tribunal malgré tout. Mais comme vous disiez, c'est très oppressant. Très, très, très oppressant. Et des comportements qui se développaient chez moi, en tout cas, une agressivité de 3 mois avant, des boutons sur le corps, vraiment une manifestation physique et émotionnelle en me disant « je ne veux pas rentrer à la maison, je ne veux pas rentrer à la maison ». Et donc j'ai eu la chance de bénéficier à partir de mes 14 ans, dans le but d'avoir le brevet et ensuite le baccalauréat, d'une mesure de 2 ans. Parce que mon placement était provisoire, il est renouvelé. Et en fait, on est toujours dans cette situation incertaine. Et donc la période de 2 ans, elle était beaucoup plus favorable, en tout cas à mon développement à ce moment-là. Sinon, l'injonction, moi j'ai eu un père qui était alcoolique, qui a eu énormément de sursauts. Un coup il était là, un coup il n'était pas là. À 10 ans, j'ai dit on arrête, stop. C'est trop compliqué pour moi. Et finalement, moi, ce que je peux en vouloir à la justice, c'est d'avoir donné l'injonction de se soigner, mais de ne l'avoir jamais accompagné pour se soigner. Parce que quand vous dites à quelqu'un de le faire, il ne va pas le faire, hein, en général. D'une manière d'injonction. En tout cas, c'est une ordonnance du tribunal qui vous dit vous devez vous soigner. Et parfois qui n'est pas accompagné, si la personne n'a pas été présente à l'audience, vous avez cette ligne qui est purement du droit, et vous allez vous sentir jugé, stigmatisé. Donc c'est purement important l'accompagnement à la parentalité. Et ça c'est un autre sujet, mais je ne vais pas m'étaler non plus, hein, on a beaucoup de sujets. Et c'est à peu près tout pour mes réponses, juste cette question de pression administrative aussi, j'en ai parlé, qui est très importante, qui nous fait savoir qu'on n'est pas des enfants comme les autres, alors qu'on est des enfants. Merci beaucoup. Je ne sais pas si des collègues avaient un dernier mot. Sur le statut PJJ, moi il y a la PJJ, il y a le statut des enfants PJJ, mais moi il y a un autre trou entre guillemets dans la raquette. C'est tous les enfants qu'on va mettre chez un tiers digne de confiance, qui n'auront pas les mêmes droits à 18 ans qu'un jeune qui sort de l'aide sociale à l'enfance, alors que quelque part ils sont aide sociale à l'enfance. Donc effectivement, nous sommes en train de réfléchir à un statut, à donner les mêmes droits à ces enfants-là. Donc je prends en note la PJJ pour voir s'il faut le rajouter au statut auquel je réfléchissais. Donc on est bien, voilà, pour ce qui pourrait aussi couvrir ce que vous disiez à un moment. Enfin, vous rattraper quand on vous a remis chez vous et qu'à 18 ans, ça recasse, quoi. Enfin, voilà. Je pense que ça, c'est
c'est hyper important qu'on vous laisse pas le droit à l'erreur, mais le droit à la reprise en charge. Ouais. Alors, il faut savoir que du coup, j'avais été en AEMO, mais je pense que pour les personnes en tout cas qui sont ici et qui savent de quoi je parle, enfin vous savez, voilà, c'est que l'AEMO, c'est... Enfin après, moi je viens du sud du 77, mais je pense que dans la majorité des cas, on va vous dire... Ah voilà, monsieur ou madame machin, on va passer à votre domicile. La date, c'est 3 mois. Vous avez 3 mois de délai. Bien sûr qu'en 3 mois, vous avez le temps de nettoyer la maison, de faire ça. Et ce côté un petit peu caché, ça a été quelque chose qui, en tout cas, a été très déroutant pour moi, qui a dû certainement l'être pour d'autres. Et je pense qu'il faut aussi qu'on parle de conflit de loyauté. Le conflit de loyauté qu'on a en ce qui me concerne, une relation monoparentale avec un parent veuf. Mais je pense que ça peut aussi être le cas pour d'autres, parce que en fait, tout ce qu'on nous a appris en tant qu'enfant à l'école et dans tous ces milieux qui en fait ne font pas vraiment partie de notre monde, c'est c'est ton père, c'est ta mère, il faut les aimer, machin. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement revenu avec les personnes avec lesquelles j'ai vécu, et ça a été... c'est hyper difficile de faire du boomerang avec ça. Et je vais même aller plus loin, c'est pas des violences que j'ai subies, mais que des amis ont subies. Le fait d'aller voir ses parents toutes les 2 semaines dans une maison de solidarité quand le parent est un pédophile. J'appuie sur le mot pédophile. Comment est-ce qu'aujourd'hui, et je suis désolé, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ma colère, mais il y a des gosses qui se font violer par leurs parents et il n'y a rien qui est fait. Et surtout, la priorité dans ce système-là, c'est que l'enfant et le parent puissent un jour se retrouver sur la planète des bisounours. Et en fait, c'est pas possible. Le parent, il est criminel. Et pourquoi est-ce que ces jeunes-là, en fait, n'ont pas la possibilité de pouvoir être considérés comme pupilles de l'État, qu'ils puissent se faire adopter, qu'ils puissent passer à autre chose, et que constamment, pendant tous leurs instants de vie, on va leur remettre sous le nez: ton parent est un pédophile, allez, on va faire un petit tour pour aller le voir, c'est une bonne idée. C'est bien sûr comme ça qu'on construit des gens très équilibrés, ça se sait. Et je reviens également sur un point, c'est la priorité de la formation au sein des futurs encadrants. Je sais pas énormément comment est-ce que ça se passe, mais je reviens aussi sur la pédophilie. On a eu des pédophiles dans l'institution dans laquelle j'ai été placé. Tout le monde était au courant. Les gens sont au courant et les agresseurs restent dans l'impunité. Qu'en fait, peu importe l'âge, peu importe le truc, ce sera toujours le gosse placé qui sera le menteur. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé en allant porter plainte. Ah non, attends, mais t'es un enfant placé, du coup t'es une pute, c'est ça? Tu peux pas être victime de violences sexuelles si t'es une pute, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il faut aussi mettre un attrait. C'est aussi la protection des enfants par rapport à ça. Et c'est pas... Moi, c'est quelque chose qui me hante pour les personnes de mon entourage qui l'ont vécu. J'entends. J'ai entendu aussi l'instabilité de repasser régulièrement chez le juge. Il y a 2 ans, j'avais essayé d'amener la notion d'évaluer les compétences, les capacités parentales. Et effectivement, s'il y a eu ce genre de choses qu'on puisse proposer à notre parcours, alors est-ce qu'il faut les rendre pupilles? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même d'autres dispositifs. Il y a le tiers digne de confiance, il y a l'accueil durable bénévole, il y a aussi la même famille d'accueil sans changer régulièrement. Effectivement, on peut passer aussi le dossier en CSEC pour voir si l'enfant ne doit pas être adopté. Je pense qu'on doit absolument se poser ces questions-là pour ne pas avoir des parcours chaotiques comme on peut les avoir dans ces instances-là.
Et après, je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, pour terminer, sachez que vos témoignages ont été précieux. Ils enrichissent bien entendu le travail que nous sommes toutes et tous en train de mener. Tout n'est pas législatif, il l'a très bien dit tout à l'heure notre collègue Alexandre Portier. Ça n'empêche pas que les ministères, si on leur demande de faire des choses, il va falloir qu'ils bougent aussi. Et justement, ils ont peut-être plus facilement la main. Et après, on n'en a pas trop parlé, mais vous l'avez survolé, c'est les départements, l'État. Voilà, il y a des associations qui nous ont présenté le 20 novembre dernier un nouveau mode de gouvernance plutôt ensemble, pas les départements d'un côté et l'État de l'autre. Je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille, parce qu'on a besoin des départements en département, parce que c'est la prise en charge, voilà. On a aussi besoin de l'État, aussi dans les départements. Donc il faut qu'on emmène les deux et que l'État se sente aussi responsable des enfants que ne le sont les départements. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à une nouvelle gouvernance où les deux sont responsables des enfants mis sous protection. Et donc ça, on y travaille, on va continuer à y travailler en tout cas pour essayer de trouver cette solution, bien aidée par tous, puisque de toute façon on a déjà eu des infos par certaines associations qu'on a pu avoir le 20 novembre dernier. Dernier mot. C'est hyper intéressant que vous parlez de liens entre les départements, parce que il y a juste un fait pour moi qui est hyper pas possible. C'est le fait qu'un enfant qui est placé par exemple à Marseille, qui veut venir à Paris parce qu'il a été accepté dans une école et que le département lui dit si tu changes de département, tu n'auras plus aucun accompagnement, peu importe l'âge que tu as. Et pour moi, c'est vraiment un truc pas possible. Il y a vraiment un système de gouvernance départementale qu'il faut avoir. Il y a une collaboration justement tout simplement départementale. Et je trouve que c'est super important. On est bien d'accord, sans oublier les obligations de suivre le parent, etc., qui fait déraciner complètement l'enfant qui se trouvait bien dans sa famille d'accueil, par exemple. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Je voulais à tous et à toutes vous donner mes encouragements à bien continuer vos études ou à bien continuer votre reconstruction. Ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est que parmi vous, on montre que c'est difficile, mais qu'on peut quand même s'en sortir, souvent grâce à l'école. N'oublions pas aussi, et je le redis, s'il y a des professionnels qui nous écoutent, n'orientez plus vers forcément des filières courtes. Les enfants de l'ESF sont boursiers, ils ont droit à des logements Crous, 12 mois par an. Bref, on a même plutôt intérêt à les envoyer, je pense, vers des études longues. Ça coûtera moins cher à tout le monde et le contrat jeune majeur sera aussi moins fort si on les accompagne en plus du Crous et en plus des bourses. Voilà. Merci vraiment. Merci à vous. Je suis assez émue, mais merci d'avoir partagé pour certains la première fois leur témoignage, parfois avec beaucoup d'émotion, mais on peut le comprendre. En tout cas, vous êtes de belles personnes et merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup.